Travailler le vignoble, une partie du vignoble du château Montbazillac et aussi le vignoble du château Le Paradis qui est un vignoble en agriculture biologique. Le robot, donc toute la partie donc avec les roues, la partie blanche est fabriquée par la société Nayo Technologies qui est basée à Toulouse, qui est de Toulouse. C'est une société qui est spécialisée dans la robotique depuis plus de 10 ans. Essentiellement sur la partie maraîchage jusqu'à il y a 2 ans. Donc ils fabriquaient des petits robots compagnons qui accompagnent les maraîchers dans les serres et qui étaient aussi en capacité de biner, notamment pour les salades et autres légumes. Voilà. Depuis 2 ans, ils se sont donc lancés dans la conception de robots pour la viticulture. Donc c'est le premier modèle, donc c'est un prototype qui a été construit en pré-série. Il y a 15 exemplaires qui tournent actuellement en France. Donc on en a un dans le vignoble du Bergeracois et il y en a notamment 2 à Cognac, je crois qu'il y en a 3 à Bordeaux. Enfin, c'est surtout basé sur le sud de la France. Donc la particularité du robot, c'est actuellement il a été développé donc, avec les outils là, qui sont à l'arrière. Donc ça ce sont des outils qui sont connus déjà en viticulture, c'est la société Vitimeca qui les fabrique. Et on utilise aussi les doigts Crest qui sont notamment sur le porte-outil Clémence là, qui est derrière le petit massé. La particularité du robot en fait c'est qu'il est très léger. Comparé à un tracteur, il ne fait que 800 kg. Et avec les outils, les porte-outils, on monte à peu près à 1 tonne. Donc c'est un inconvénient et aussi à la fois un avantage. C'est un avantage parce qu'il va moins tasser les sols. Donc du coup on va pouvoir utiliser le robot très régulièrement. C'est pas une contrainte. On l'a utilisé, on l'a testé au mois de janvier avant de se lancer dans ce projet. Il n'avait plus comme aujourd'hui et en fait il ne marque quasiment pas. Donc ça respecte vraiment la structure du sol. Par contre, vu qu'il est plus léger, on va moins pouvoir travailler en profondeur. C'est logique, il aura moins de puissance. Du coup, il va falloir travailler de façon plus répétée. Au lieu de passer 3 fois, 4 fois, 5 fois avec un outil Intercept derrière un tracteur, le robot pour faire le même travail, avoir un travail équivalent, il qu'il passe 8 à 9 fois. C'est pas forcément le problème du fait que c'est un robot et donc du coup qui travaille en autonomie. Voilà. Que dire d'autre? Tu parles d'autonomie, là on voit monsieur est avec la télécommande. Ton robot, il y a besoin d'un gars au bout de la parcelle. Comment tu fais pour que lui travaille et optimiser son travail et son intérêt? Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est actuellement un programme de recherche. Voilà, c'est pour ça qu'il est fait quelques exemplaires. Donc, on a 2 années pour valider en fait l'autonomie du robot et le fait qu'il puisse travailler vraiment tout seul, c'est-à-dire sans personne à côté. Pendant ces 2 années, il faut qu'il y ait toujours une personne à côté qui surveille le robot, qui regarde que tout se passe bien et qui note aussi justement tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et il faut que la personne puisse appuyer sur le bouton rouge s'il y a n'importe quoi, donc que ce soit un pied de vigne qui soit couché, que ce soit une personne qui soit bouillante, notamment au château Montbazillac il y a beaucoup de visiteurs, donc il faut qu'une personne soit pour sécuriser. Voilà. Et le robot travaille de façon autonome parce qu'il a un capteur GPS donc dessus, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir le faire fonctionner aujourd'hui. Toutes les parcelles de vigne avec lesquelles il va devoir travailler, il va falloir qu'elles soient cartographiées au centimètre par drone avec voilà, des repères GPS pour que le robot sache où est-ce qu'il faut qu'il rentre et où est-ce qu'il faut qu'il sorte. Il peut travailler après dans n'importe quel sens à partir du moment où il a les points de départ du rendu et le point de sortie. Il fait tout. Donc voilà, ce qui est très important, c'est que c'est pas un outil abouti, on peut le regarder avec le sourire. Nous aussi, quand on l'a étudié, on s'est dit bon, est-ce que c'est vraiment un outil qui est fiable? Actuellement, non. Mais c'est tout le but de la recherche. Je pense qu'il y a quelques anciens qui sont là. Quand on a lancé les premières machines à vendanger, il y en a beaucoup qui ont souri. Bon, on voit maintenant les progrès que ça a fait en 30 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec un œil averti. Regarder la progression qu'il va pouvoir y avoir. Actuellement, il est juste fait pour travailler sous le rang et donc remplacer les désherbants. C'est déjà pas mal. Mais en parallèle, on a lancé aussi un projet avec la société Somarev qui était présente tout à l'heure pour développer une épanteuse électrique qui pourra se adapter à ce robot. Il y a le lycée Lenduc à Bergerac qui va travailler sur des outils à dents aussi qui vont pouvoir s'adapter derrière. Donc tout est à construire, c'est une base. Le robot en lui-même aussi va évoluer, c'est la version 1 et on sait très bien que dans ce genre de choses ça va très vite. Peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura un autre modèle qui sera plus performant qui va arriver. Donc voilà, je dirais on est au départ un petit peu de cette aventure. Ça ne va pas remplacer non plus ni les vignerons, ni les salariés qui vont travailler dans les vignes. C'est évident parce que le travail que va faire le robot, ça va être un travail répétitif. Mais il va falloir fignoler derrière, il va falloir adapter. Donc
c'est une solution qui s'offre à nous. Il faut étudier tout ce qui est positif ou négatif et puis le faire évoluer. Voilà. Je vais donner une précision parce que pour préparer cette journée, on avait eu une discussion avec Olivier. Les anciens vont s'en souvenir, mais peut-être ça va donner des informations aux jeunes. Si tu peux juste nous dire ce que tu nous avais dit sur l'avant-glypho, le glypho, ce que ça a apporté, et bien maintenant, ce qu'il faut trouver comme solution par rapport à ça. Oui, ce qu'on disait avec Bertrand il y a quelques jours de ça, c'était aujourd'hui on bannit le glyphosate et on peut s'en satisfaire quand même, mais ça a été une révolution dans le domaine agricole et notamment dans les vignes, parce que les plus anciens, je pense, ne contrediront pas. Moi, j'ai pas connu le décavaillonnage, je suis né avec les désherbants et c'est une facilité, c'est indiscutable. Mais il faut se rappeler qu'avant ça, les travaux manuels qui étaient lourds et fastidieux avaient conduit même dans certains cas à l'abandon de la culture de la vigne parce que c'était un travail très compliqué. Et aujourd'hui, toutes ces techniques nous permettent de pallier à cette problématique et en effet, on peut avoir confiance dans les innovations pour trouver des solutions qui nous permettront de s'abstenir de désherbants et dans des conditions de travail honorables. En gros, si je ne me trompe pas, l'après-glypho, c'est bien sociétalement, mais il faut trouver des solutions techniques parce que la main-d'œuvre pour le pallier, on ne l'a pas et on ne pourra pas trouver la solution. Tu as autre chose à rajouter ? Non, juste, je trouve que la réflexion est très pertinente parce que quand on va réfléchir aux outils adaptés, en fait, globalement, on va s'appuyer sur ce que pouvait faire un cheval ou un attelage auparavant, puisqu'on est à peu près sur la même capacité de traction et le même poids. Donc, voilà, on va regarder ce qui se faisait avant pour l'adapter à ce qu'on peut faire maintenant. Et alors, tu me permets de faire un léger parallèle, mais on va faire vite. Le cheval a précisé qu'il y a quand même des domaines où on relance l'activité équestre du travail à cheval. Donc tout est dans le paysage, tout est à créer ou à recréer, à perfectionner, mais il existe des solutions aujourd'hui. L'intérêt de cet outil-là, c'est si après énormément vous n'avez pas pu faire le travail du sol, c'est au moins d'entretenir le vignoble et pour ne pas diminuer le rendement. Donc la tonte est une des alternatives au travail du sol et au glyphosate. L'intérêt c'est que la méthode s'y épargne un peu, on n'est pas vraiment tributaire de cette méthode.
cet outil-là aussi, c'est pour l'entretien sous le cavaillon. Donc l'intérêt, c'est que ça ne travaille pas le sol, donc on ne bouge pas les radiations de surface. Cet outil-là, par rapport à la tondeuse, a un autre intérêt aussi, c'est qu'elle permet d'époncrer. Ce qui peut être un peu sensible vis-à-vis des jeunes plantations, mais c'est quand même très efficace. Un point à faire attention aussi par rapport à la tondeuse, c'est la hauteur. Donc là, on va tout équiper, donc il y a les patins. Le but, c'est du fil. Donc il faut l'user de façon modérée et pas s'amuser à faire un jeu par grand. Donc pour gérer cette hauteur, en fait, on a ce patin qui permet d'avoir une très bonne hauteur et de tenir plus longtemps sur l'usure de ce matériel-là. Après, c'est un peu comme la tondeuse, hein. C'est l'outil 4x4 en 4 secours où on peut gérer de façon complète tous ceux qui veulent s'investir dans la viticulture bio. Donc là, on voit bien que ça a détruit, ça n'a pas détruit, ça a coupé la végétation et que ça même arrive à mettre la soie dans la vie. Ce que je cherchais, c'est qu'on va essayer de glisser. Et l'intérêt, c'est de faire et après aussi, donc ça. Mais le défaut du jet à cône, c'est qu'il a un angle de 80 et donc il va falloir des grands panneaux récupérateurs. Alors que quand on est sur du jet plat, on peut se permettre d'avoir des panneaux récupérateurs beaucoup plus étroits, donc ce qui rend les manœuvres beaucoup plus aisées. Après, l'intérêt de la buse conique à jet plat, donc c'est la même buse que vous avez sur vos pulvérisateurs céréales. C'est tout simplement que la qualité des gouttelettes est plus homogène. Donc on arrive à faire des meilleurs traitements. Le défaut, c'est que c'est nettement plus sensible à la dérive. Donc l'intérêt d'avoir des jets plats avec des panneaux récupérateurs, c'est une logique qui est intéressante. Là en plus, on a des buses anti-dérive. Donc vous allez voir, par rapport à un flux traditionnel, un jet traditionnel, vous n'allez pas voir un brouillard super fin. L'objectif, c'est d'avoir des grosses gouttes et qu'elles s'éclatent sur la feuille. Donc ça, c'est un intérêt, notamment s'il y a du vent, ça rend encore l'outil encore plus perfectible, plus intéressant. Après, donc, si vous avez un pulvé traditionnel, donc l'intérêt, ça peut être de garder vos buses à cône sur la partie fruitière, et par contre, tout ce qui est au-dessus de la végétation, passer sur des buses anti-dérive, parce qu'en fait, c'est en haut de la végétation que vous aurez plus de vent. Et donc, en mettant des buses anti-dérive, en fait, vous allez réduire ce risque de dérive et augmenter la qualité de votre traitement. Donc voilà, donc après c'est des outils qui commencent à être de plus en plus traditionnels. Les plus gros pôles de développement sont en Charente. Après c'est des outils super intéressants. Donc moi je suivais des viticulteurs en Charente où une personne de 50 hectares avait réussi à économiser 15 000 € de produits phyto. C'est-à-dire que le taux de récupération sur ce matériel-là va de 30 à 40% sur une saison complète. Donc c'est super intéressant économiquement. Le défaut c'est son prix d'achat dès le départ. C'est nettement élevé, plus élevé qu'un pulvé traditionnel. Sur un programme phyto, à combien d'euros par hectare normalement? Ouais, super élevé. Bah... Oui, faut dire.
Donc on voit que le bruit est minime, donc c'est ça qui est intéressant avec le potentiel. Et si vous regardez derrière le pilier, donc la pulvérisation, ça ne fait pas le brouillard très fin début d'ATR, ça vous fait un brouillard qui est presque invisible. Et c'est plus agréable Des jolis juments. Merci. Pas besoin de lui parler fort, il vient de... Non, non, non. Mais les chevaux ont une meilleure ouïe que nous. Que nous, ouais. Allez, grande. Allez, allez. Non, non, non. Hé. Allez, allez, allez. Viens, allez. Ah ouais,